Bonsoir, soyez les bienvenus sur Live TV. Vous nous retrouvez dans notre auditorium pour notre rendez-vous politique candidat approché. Vous le savez, c'est une tribune, une lucarne qui est ainsi offerte aux candidats et à leurs représentants pour présenter leur programme à la population ivoirienne. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau un représentant d'un candidat à cette élection présidentielle. Il s'agit de Richard Kouakou, qui est le conseiller en charge des questions de formation et d'apprentissage du candidat Kouadio Konan Bertin, dit Kakabé. Pour nous, il essaiera donc d'aller un peu dans le détail concernant le programme éducation et formation et apprentissage du candidat Kakabé. Vous faites bien d'être avec nous. Nous allons recevoir le représentant du candidat Kakabé. Bonsoir, monsieur Kouakou Richard. Bonsoir, monsieur. Nous vous remercions d'être avec nous ce soir. Nous sommes dans une scène assez spéciale où les candidats qui approchent sont pris en charge, et très très bien d'ailleurs, par moi-même et bien sûr Toussaint Alain. Toussaint, bonsoir. Bonsoir André, bonsoir monsieur Kouakou. Bonsoir monsieur Alain Toussaint. Merci en tout cas, soyez le bienvenu sur ce plateau. La journée de ce lundi a été marquée par l'hommage national rendu par l'État à l'un de ses plus grands serviteurs, l'ancien ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Sidiki Diakité, disparu. Et donc au terme de 3 jours de deuil national, la nation l'a salué. Votre sentiment? Nous saluons la mémoire de cet illustre homme, ce grand serviteur de l'État, qui, après avoir servi l'État au niveau de l'administration territoriale, a été promu au poste de ministre de l'Intérieur. Il était à la tâche pour l'État de Côte d'Ivoire. Malheureusement, la mort l'a fauché de manière inattendue et il était tout à fait normal que l'État de Côte d'Ivoire, reconnaissant pour service rendu à la nation, lui rende cet hommage-là. Nous nous associons donc à nos autorités pour dire Yako à sa famille, mais également Yako à ses plus proches collaborateurs et aussi au président de la République, dont à côté duquel il a travaillé pendant un certain nombre d'années. Alors, il était l'une des autorités impliquées dans le processus électoral. Justement, nous allons en parler. Vous êtes en campagne avec votre candidat depuis plusieurs semaines déjà. Nous sommes dans la dernière ligne droite, à quelques 5 jours de la date prévue pour le scrutin. Comment se déroule la campagne sur le terrain? La campagne se déroule très bien. Il se trouve malheureusement que dans certaines parties du pays, pour des raisons de boycott actif, il est difficile de pouvoir exprimer aux populations et dérouler à ces mêmes populations-là notre programme de gouvernement et notre projet de société. Cela est dommageable. Nous estimons que l'activité politique doit aboutir à une étape importante qui est celui du vote. Très bien. Et donc, il appartient à tout citoyen qui voudrait s'exprimer de pouvoir le faire par le vote pour choisir ses représentants et, dans le cas d'espèce, pour choisir celui qui va tenir les rênes du pays pendant 5 ans. M. Kouakou Richard, on vous a entendu parler tout à l'heure d'une sorte de boycott, mais ce que vous voulez nous dire, c'est que c'est des actions qui vous empêchent de vous déployer, ou est-ce qu'on vous a empêché, vous et votre candidat, directement de faire campagne? Non, pas du tout. On n'a pas encore été touché par un empêchement direct. D'accord. Mais malheureusement, nous avons déployé des équipes sur le terrain. Il se trouve que dans certaines parties du pays, les équipes travaillent correctement dans le cadre de la campagne. Malheureusement, dans d'autres parties du pays, les violences empêchent nos équipes de pouvoir se déployer, de pouvoir mener correctement les activités de campagne. C'est ce que nous déplorons.
Alors, le mot de l'équipe de campagne de KKB sur ça, c'est quoi finalement? Il y a une opposition qui appelle à un boycott. Vous avez donc des candidats, dont vous, qui êtes toujours présents dans la course. C'est quoi votre point de vue, ou en tout cas votre analyse de la situation? Ben, nous disons que dans le cadre d'un processus, il faut pouvoir marquer ses réserves et ses oppositions au début. Alors, quand ce processus a été engagé, beaucoup de responsables politiques de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui se plaignent du Conseil constitutionnel, qui aujourd'hui se plaignent de la Commission électorale indépendante, connaissaient la composition de ces deux structures. Et nous disons que s'il y avait un combat à mener dans le cadre de l'amélioration de la composition de ces structures-là, il aurait fallu mener ce combat a priori. Ouais. On remarque également que certains leaders, malgré la composition irrégulière et, je dirais, inégale de ces deux structures-là en charge de l'organisation des élections, ont engagé des actions qui tendaient à leur permettre d'être candidats. Et nous savons que dans le mois de septembre, le Conseil constitutionnel a déterminé la liste des candidats pour les élections présidentielles. Oui. Et nous remarquons que certains candidats qui se plaignent aujourd'hui se sont réjouis d'avoir été choisis comme candidats, d'avoir eu leur dossier accepté comme candidat. Malheureusement, on s'est rendu compte que ces candidats-là se sont rétractés au dernier moment. Nous disons que il n'a jamais eu en Côte d'Ivoire un conseil constitutionnel ni une commission électorale indépendante consensuelle. C'est ça. Quand nous prenons de 1995 jusqu'à aujourd'hui, l'opposition a toujours décrié les commissions ou les structures qui étaient en charge d'organisation des élections. C'est comme si c'était, j'allais dire, une opposition de principe. Voilà. Donc, ce sont des récriminations qui reviennent de manière récurrente. Et pourtant, l'opposition dit que c'est basé sur des choses plus ou moins avérées, oui, nous disons, de partialité, nous disons que quand on estime qu'une structure n'est pas partiale, n'est pas plutôt elle est impartiale, il faut travailler, il faut lutter pour que le changement intervienne avant que nous aboutissions à un certain niveau du processus. Mais justement, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a, par des ordonnances, condamné, en tout cas en juin, le gouvernement ivoirien de procéder à des modifications, par exemple au sein de la Commission électorale indépendante. Est-ce que vous pensez que le gouvernement aurait dû entendre ces décisions le plus tôt pour éviter justement l'impasse dans laquelle nous semblons aujourd'hui? Nous disons qu'il n'est pas dans l'intérêt du gouvernement de Côte d'Ivoire de faire prospérer une situation, je dirais, de quasi-insurrection. Il aurait fallu, en juin 2020, à la suite de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, faire les aménagements nécessaires pour permettre à l'opposition de garder sa place au niveau de la commission électorale indépendante. Pour ce qui concerne également l'opposition, nous disons que le combat qu'elle mène aujourd'hui, ce combat aurait dû être mené à partir de cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui disait clairement que la commission électorale indépendante était structurée de manière inégale. Il fallait mener ce combat-là, en ce moment-là, pour faire entendre sa voix et ne pas aller déposer ces dossiers pour que nous aboutissions à ce niveau de l'avancement du processus pour pouvoir se rétracter par la suite. C'est ce que nous disons. Au vu donc de ce qui se produit actuellement dans le pays et compte tenu des positions qui sont figées, tranchées et l'absence de dialogue et les conditions d'ailleurs de sécurité, on l'observe avec ce soir par exemple le prolongement du couvre-feu dans le département de Dabou,
dans une situation quasi exceptionnelle. Est-ce que vous pensez que le 31 octobre, le scrutin sera digne d'être qualifié de scrutin crédible? Ben, la crédibilité du scrutin va se déterminer à partir du taux de participation. Pour le moment, nous ne pouvons pas présager de quoi que ce soit. Si vous avez une moitié du pays qui ne vote pas, vous estimez que pour vous, ce serait un scrutin crédible. La CEI annonce aujourd'hui un peu plus de 3 millions de cartes retirées, soit un taux de 41,15%. Vous estimez que même avec ce taux-là, c'est suffisant pour faire un scrutin crédible? Avec ce taux, nous estimons que la date des élections n'étant pas encore arrivée, on vote le 31, le samedi 31. Les Ivoiriens ont toujours l'opportunité d'aller retirer leur carte d'électeur. Non, il y a aussi que dans le processus... Ils le feront sur le site voilà, donc, dans les bureaux de vote. Et effectivement, il est dit dans les textes du code électoral que les électeurs peuvent retirer leur carte d'électeur le jour du vote. Donc nous estimons que les Ivoiriens qui ont envie de changement, les Ivoiriens qui ont besoin de changement, iront effectivement le 31 pour faire entendre leur voix en choisissant le candidat qui leur sied le mieux. Et dans le cas d'espèce, nous estimons que le candidat qui propose une nouvelle alternative à la Côte d'Ivoire, c'est M. Kwayo Konan-Bertin. Alors sur ça, la question toujours de la Commission électorale indépendante, qui a donné ces chiffres, Alain l'a rappelé tout à l'heure, vous pensez que ces chiffres-là correspondent justement à la réalité? Est-ce qu'ils reflètent la réalité? Vous êtes toujours en confiance par rapport à ce que fait la Commission? Parce qu'on rappelle quand même que vous n'êtes pas représenté dans la Commission. Aujourd'hui, vous, avec ces chiffres-là, vous dites qu'on est vraiment dans la réalité de ce qu'a pu représenter le retrait de ces cartes? Bon, nous n'avons pas d'éléments objectifs à notre possession en ce moment pour savoir quelle est la proportion d'Ivoiriens ou d'électeurs qui s'est déplacé pour le retrait de sa carte d'électeur. Mais ça ne vous inquiète pas, vous, bien que n'étant pas dedans et n'ayant pas de ces éléments-là. Ça ne vous inquiète pas. Vous savez, aucun candidat ne peut, à l'état d'espèce, affirmer qu'il a un élément d'appréciation sur le niveau de retrait des cartes d'électeurs, puisque cela relève de la compétence de la commission chargée des élections au niveau des bureaux de vote. Alors, nous allons parler un peu de logistique humaine. Oui. Il y a environ 10 500 lieux de vote, 21 500 800 à peu près. Oui, 815. Lieux de vote. Voilà, 10 831. Et vous avez les ressources humaines pour contrôler, surveiller le vote, vous, ou alors vous vous en remettez à la loyauté de la Commission électorale indépendante. Comment faites-vous pour contrôler le vote le jour des élections? Ben, nous sommes candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre. Qui n'est pas une élection locale. Oui, nous nous donnons les moyens pour être présents dans les 22 000, je crois, 800, dans les 22 831 bureaux. Donc ça veut dire que vous aurez environ 40 000 personnes au service du candidat Kakabe, parce qu'il en faut au moins une ou deux, disons, voilà, une personne en tant que scrutateur du vote. Enfin, la question, si vous voulez, pour être simple, c'est vraiment le niveau d'organisation et de logistique que vous avez en tant que candidat indépendant pour partir à cette compétition. Ben, nous avons un comité électoral qui travaille. Moi-même, je fais partie de ce comité-là. Je suis chargé du volet formation. Nous avons mis en place une structuration au niveau national. Nous avons des directeurs régionaux de campagne, des directeurs de district, des directeurs communaux. Il y a aussi dans le déploiement sur le terrain des directeurs départementaux de campagne, des directeurs sous-préfectoraux et communaux de campagne. Donc, il appartient à ceux-là de faire le recrutement du personnel électoral, indépendamment de la campagne qui est menée par la Direction nationale de campagne. Notre structuration nous a permis de faire des formations à 3 niveaux. Nous avons formé les directeurs régionaux de campagne et leurs responsables techniques électoraux. Nous avons également déployé des équipes qui vont former les commissaires techniques électoraux au niveau des départements, des sous-préfectures. Et puis, à 2 jours du vote, nous allons former nos superviseurs et représentants dans les bureaux de vote. Voilà comment nous sommes déployés sur le terrain pour pouvoir couvrir l'ensemble des bureaux de vote. Bien évidemment, l'idéal aurait été que nous ayons 2 représentants par bureau de vote. Mais dans des cas d'impossibilité, nous aurons un représentant.
la seule chose sur laquelle nous travaillons pour ne pas être en porte-à-faux, ou bien pour ne pas être absent sur le terrain, c'est de pouvoir avoir un représentant par bureau de vote. Et nous y travaillons. Alors, ma question était bien sûr en rapport avec la sincérité du vote, ce qui veut dire que le 31 octobre, disons le 1er novembre, vous n'allez pas contester les résultats qui sortiront des urnes. Ben, la difficulté, je l'ai dit à une rencontre avec la commission électorale indépendante, on nous a décrit le processus. Dans sa présentation, ce processus est sans reproche. Mais nous disons que ce sont les hommes qui vont porter, ou bien ce sont les hommes qui vont conduire ce processus qui généralement pose problème. Vous avez confiance à la CEI? Ben, on ne peut pas avoir confiance à 100% à la CEI. C'est pour cela que nous envoyons des représentants dans les lieux de vote, nous envoyons également dans les représentants dans les bureaux de vote et que nous mettons en place une stratégie de sécurisation dans le cadre de la transmission des résultats du vote. Juste d'un mot avant de passer la parole à André. Sur le terrain, le ressenti de la population par rapport au candidat Kakabe, qui représente une nouvelle génération, et puis rapidement, est-ce que vous le considérez comme un opposant ou un allié du gouvernement? Mais M. Kwadwo Konan-Bertin a toujours été un opposant. Souvenez-vous qu'en 2015, il a été candidat. Il a été candidat à la suite de l'appel de Daoukro qui prenait le contre-pied des résolutions du 12e congrès du PDCI de 2013. Il s'est opposé à cette décision, disant que les résolutions du congrès sont au-dessus de toute autre instance du parti. Malheureusement, il n'a pas été entendu par la haute direction du PDCI RDA. Il a été candidat indépendant parce que les résolutions du congrès ont dit qu'il fallait un candidat militant actif du parti. Et aujourd'hui, la réalité sur le terrain, il y a une bonne partie de la population ivoirienne qui est réceptive au message du candidat Kwadwo Konan-Bertin, un message de paix, un message d'unité, un message de réconciliation, un message de la remise des Ivoiriens au travail. Nous disons que la Côte d'Ivoire a connu beaucoup d'affres, qu'il n'est plus important d'appeler les Ivoiriens à la confrontation. Parce qu'à la vérité, le boycott actif, nous en connaissons quelques exemples. Déjà en 2015, on a connu le boycott actif et nous savons ce que cela a entraîné. Et le coup d'État de 1995 justement. Et le coup d'État de 1999 n'est que le prolongement des difficultés que nous avons connues en 1995. Nous disons que la Côte d'Ivoire a trop souffert, donc il faut franchement sortir de la belligérance. Il faut aller à la paix et nous disons que quand on ne veut pas d'un candidat, la seule manière de l'exprimer, c'est d'aller au vote. Et nous avons vu des exemples où des constitutions ont été modifiées sans l'avis du peuple, mais le peuple s'est mobilisé pour faire barrage en allant voter massivement contre ceux qui ont modifié ces constitutions pour se maintenir au pouvoir. L'exemple du Sénégal tout près est palpable. Très bien. Ben, en tout cas, vous êtes sur Live TV, c'est candidat approché. Nous sommes avec le représentant du candidat Kakabe, qui est ici même, Kwaku Richard, qui nous a fait justement un tour de l'actualité politique et surtout qui a expliqué dans quelles conditions le candidat Kakabe parle aux Ivoiriens dans une atmosphère évidemment occupée d'un côté par le RHGP et de l'autre côté par ceux qui appellent à la désobéissance civile. Tout à l'heure, juste après notre pause, il viendra, en tout cas au candidat, de parler justement, ou au représentant du candidat, de parler de la question de la formation, de l'apprentissage et de l'éducation tout court. Je vous retrouve, je vous donne rendez-vous dans un instant. La suite de notre émission, nous allons donc parler des questions qui touchent directement à l'éducation, à l'emploi et à la formation. Il y a une phrase qui revient de manière permanente, on dit « l'école ivoirienne va mal ». Tout à l'heure, nous irons dans le détail, mais déjà, qu'est-ce que cela vous inspire quand vous entendez un tel propos? Ben, cela m'inspire de la tristesse d'avoir connu l'école sous Félix Houphouët-Boigny et de voir que cette école a perdu ses lettres de noblesse aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des apprenants qui rentrent dans le dispositif et qui sortent
à la fin, sans véritable compétence intellectuelle, sans compétence professionnelle. Et il se trouve que ces apprenants, ces produits de la formation, ont des difficultés à s'insérer sur le marché de l'emploi. Quand on va à l'école, je le dis souvent, ce n'est pas seulement pour avoir des diplômes, c'est pour travailler. C'est l'objectif. On ne va pas à l'école pour avoir des diplômes, auquel cas on s'assera à la maison et puis, bon, par des artifices ou bien artefacts, on pourrait évidemment se procurer ces diplômes-là. Mais une fois qu'on a dit ça, M. Richard Kouakou, oui. C'est quoi le fond du problème? C'est quoi notre problème aujourd'hui de cette école-là? Le fond du problème, c'est que l'école n'est plus la priorité de nos dirigeants. Voilà, l'école n'est plus la priorité. On se targue d'investir beaucoup dans le secteur. Malheureusement, on se rend compte que cet investissement-là n'est pas ciblé, ou bien l'investissement ne va pas dans les secteurs ou bien dans les endroits indiqués pour pouvoir produire l'effet, l'efficience escomptée. Donc nous disons que c'est une école qui va à volo, c'est une école qui n'existe que de nom, c'est une école... Vous êtes quand même assez enfin, j'allais dire, le tableau est très noir, même si on est dans le domaine de l'éducation. Non, vous savez, il n'y a qu'à voir le traitement que les pays de l'Europe, les pays occidentaux réservent à nos diplômes. Moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il fut un temps où les diplômés, les bacheliers de la Côte d'Ivoire, quand ils avaient des bourses extérieures qui partaient en Europe ou bien dans les pays anglo-saxons, ils étaient automatiquement mis en année préparatoire pour les grandes écoles ou en première année d'université. Aujourd'hui, malheureusement, quand nous avons des bacs, quand nous arrivons dans ces pays-là, nous sommes obligés de reprendre ces diplômes-là. Ça veut dire que nos diplômes n'ont plus la même valeur qu'ils avaient il y a de cela quelques années. Alors, à qui la faute? À l'État qui investit peut-être pas là où il faut, comme vous l'avez dit, aux enseignants ou aux élèves ou étudiants? Les fautes sont partagées. Les fautes sont partagées. Mais je dis souvent que la plus grande responsabilité incombe à l'État, à qui il revient la responsabilité d'imprimer la cadence de l'éducation-formation. C'est l'État qui doit déterminer le type de citoyen dont il a besoin à un moment donné pour le développement. Et à partir de cette détermination-là, on met en place les stratégies pour aboutir à ce type de citoyen-là et on se donne les moyens, c'est-à-dire nous sommes dans la phase de tactique pour pouvoir permettre à ces citoyens-là de se former pour être de vrais acteurs au service du développement. Donc, il faut pouvoir déterminer la vision que nous avons du pays, le niveau auquel nous voulons mettre le pays et travailler à former les ressources humaines pour pouvoir travailler à porter le pays à ce niveau-là. C'est ce que nous disons. Une année académique, c'est combien de mois et sur quelle période s'étend-elle maintenant, compte tenu de la situation qu'on sait? En Côte d'Ivoire, depuis un certain nombre d'années, l'année académique ou l'année scolaire commence à partir du mois de septembre, généralement au début de la deuxième semaine du mois de septembre. Et à la fin du mois de mai, voilà, l'année scolaire prend fin. Au début juin jusqu'en juillet, ce sont les examens scolaires. Pourtant, il y a des étudiants, par exemple, qui font une année universitaire sur 2 ou 3 ans. Comment expliquez-vous cela? Le problème de l'université est un problème spécifique. Le problème de l'université est un problème spécifique. Nous disons quelque chose. En Côte d'Ivoire, nous avons 6 universités publiques, plus une université virtuelle. Nous avons 14 grandes écoles dont la responsabilité du fonctionnement incombe à l'État. C'est ça. C'est l'État qui finance ces structures-là à 100%. Alors nous disons, à partir du moment où c'est l'État qui finance, il faut que l'État puisse prendre toute la responsabilité pour que l'année académique démarre au moment où elle doit démarrer et prenne fin au moment où elle doit prendre fin. Malheureusement, dans nos universités, ce que nous constatons, au nom de la franchise universitaire, nous constatons un laisser-aller. Un laisser-aller qui est organisé et entretenu par généralement les enseignants, qui pour certains, au lieu de
au moment où ils sont programmés pour donner cours en Côte d'Ivoire, ils se retrouvent ailleurs. Ma femme, elle est chercheur, elle a subi cela pendant son cursus. Elle a dû faire son année de 2EA, 2 ans durant, parce que le professeur qui était chargé de dispenser un cours était hors de la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu. Et l'État n'a pas les moyens pour taper du poing sur la table. Une année académique doit commencer à un moment donné et prendre fin à un autre moment donné. Il y va de la rigueur. Mais il y a aussi les perturbations syndicales. Oui. Ben, depuis un certain temps, c'est vrai, il y a des perturbations syndicales, mais véritablement, quand nous prenons ces moments de perturbation-là, je ne pense pas qu'ils peuvent influencer notablement le déroulement de l'année scolaire ou bien de l'année académique. Voilà, quand nous prenons ces moments, ça ne peut pas influencer véritablement. Mais tout comme je vous dirais que l'absence d'un ou deux professeurs ne devrait pas aussi déranger, on va dire, tout le système. C'est 2-3 professeurs par rapport à un combat syndical ou corporatiste où on bloque l'année, où on bloque des mois, les étudiants n'ont pas le temps d'aller faire les cours. Mais on peut toujours revenir sur ça si vous voulez. Mais vraiment, la question fondamentale, votre diagnostic aujourd'hui, on a commencé par parler de l'école, de l'éducation nationale en tant que telle. Oui. Pour vous, aujourd'hui, l'éducation nationale, elle va comment? Elle produit des bacheliers qui doivent aller à l'université. Là aussi, quel est le diagnostic que vous faites là-dessus? Cette passerelle-là entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Ben, aujourd'hui, ce que nous disons, il faut, pour désengorger nos universités, permettre à nos curricula de pouvoir intégrer des volets de formation entrepreneuriale et puis aussi développer la mentalité de l'auto-emploi. Tout le monde n'est pas amené à être à l'université, en fait, c'est ça? Tout le monde n'est pas amené à être à l'université. Je vous prends un pays qui est leader mondial dans tous les domaines pratiquement, les États-Unis d'Amérique. D'accord. Alors, aux États-Unis, les études s'arrêtent généralement après le bac. Après le bac, les jeunes Américains cherchent à intégrer un atelier, cherchent à avoir un travail. Ne vont à l'université que ceux qui ont des parents riches. Ne vont à l'université que ceux qui ont des parents pauvres, mais qui ont de bons résultats scolaires et qui obtiennent des bourses. Parce que aux États-Unis, les universités font ce qu'on appelle la recherche-développement. Ils sont financés par les grandes entreprises. Ces universités font la recherche au profit de ces grandes entreprises-là qui sont chargées de les implémenter. Il y a aussi les grands sportifs. Voilà ceux qui arrivent à franchir ce pas-là. Nous disons qu'il faut intégrer cela dans notre système de formation. Il faut mettre dans nos lycées et collèges des ateliers qui vont permettre à nos élèves, au cours de leur cursus, d'apprendre un métier. De telle sorte que, si à un certain moment de leur cheminement scolaire, ils ont des difficultés à avancer, oui, ils puissent intégrer le secteur, le marché de l'emploi. Il faut le faire. Ceux qui ont des capacités pour aller à l'université, ils vont franchir le cap du bac et aller à l'université. Mais encore, à l'université, nous disons qu'il faut professionnaliser toutes les filières. Aujourd'hui, c'est vrai que dans certains départements et dans certaines UFR, il y a des diplômes professionnels, des licences professionnelles, des masters professionnels. Nous disons qu'il faut généraliser ce volet de la formation universitaire. De telle sorte que ceux qui, à un certain moment donné, ne veulent pas faire les études universitaires dans le cadre de la recherche, puissent, à un certain niveau de la diplomation, intégrer le marché de l'emploi. Voilà un peu ce que nous voyons. Alors, donc, on l'a bien compris. Vous êtes passé du diagnostic donc, aux propositions du candidat Kakabe dans le cadre donc, de cette élection présidentielle. Le public est là pour aussi poser des questions, pour savoir exactement ce que propose le candidat Kakabe à travers son représentant. Vous avez le micro. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Adama Traoré. Oui. Bon, ma question concerne le sujet précédent. Très bien. Bon, aujourd'hui, nous assistons à des tensions un peu partout dans les villes de l'intérieur, comme aussi à Abidjan. Bon, dans ces conditions-là, est-ce que les élections peuvent vraiment avoir lieu? On revient sur une question, on en a plus ou moins parlé tout à l'heure. Bon, est-ce que vous pouvez parler directement à votre concitoyen et répondre à sa préoccupation? Non, Adama Traoré. Adama Traoré, monsieur Traoré. Eh bien, le candidat Kwadjo Konan Bertin le dit tous les jours.
l'organisation des élections incombe à l'État de Côte d'Ivoire. Il appartient à l'État de Côte d'Ivoire de déterminer si les conditions optimales de l'organisation ou bien de la tenue du scrutin du 31 octobre sont réunies. Si ces conditions ne sont pas réunies, il appartiendra à l'État de Côte d'Ivoire de prendre les décisions qui s'imposent. Mais dans tous les cas, s'il n'y a pas d'élection, il n'y aura pas d'élection pour tout le monde. S'il y a élection, il y a élection pour tout le monde. C'est ce que nous disons. Voilà. Voici la réponse donc, du représentant. Un autre dans le public, présentez-vous, vous allez poser votre question. C'est monsieur Monet. Monsieur Monet William. Alors, ma question est la suivante. En Côte d'Ivoire, on a beaucoup parlé de la gratuité de l'école au primaire. Mais nous nous rendons compte que sur le terrain, cela n'est pas véritable. Parce que certains parents n'arrivent pas à scolariser leurs enfants à cause des frais annexes et tous ces frais-là qui sont autour de l'inscription. Et cela, c'est un véritable problème en Côte d'Ivoire. Quelle est la solution du candidat Kakabe pour ce problème-là? Les fameux frais COGES. Oui. Merci, monsieur. Eh bien, nous constatons que malheureusement, l'affirmation selon laquelle l'école est gratuite en Côte d'Ivoire n'est qu'une vue de l'esprit, n'est qu'une vue plutôt de l'esprit. Alors, ce que nous remarquons, au niveau de la structuration du budget, le budget de la Côte d'Ivoire en 2020, c'est 61 milliards. 6061 milliards. Et sur ces 6061 milliards, 956 milliards sont consacrés à l'éducation nationale. Excusez-moi, on peut élargir ça au pôle formation. Au pôle ça fait formation. 1330 milliards. Voilà, dans l'ensemble. Un peu plus de 114 17 ou milliards pour la formation 16%. professionnelle et puis 260 milliards, je crois, pour l'enseignement supérieur. C'est ça. Alors, avec 956 milliards, comment se fait-il qu'on fasse cotiser encore les parents d'élèves pour assurer l'entretien des locaux? Alors, tenez-vous bien que sur ces 956 milliards, 83% servent au fonctionnement. Pour les salaires. Pour les salaires, l'entretien des locaux, les factures et autres. 83%. 6% seulement pour les investissements. Et quand nous regardons la nomenclature des investissements, nous nous rendons compte que la plupart de nos investissements dans le domaine scolaire sont endossés sur des financements extérieurs. Il y a le CD2, il y a l'AFD, il y a la coopération chinoise, la coopération coréenne, GIZ, j'en passe. Allemande, oui. Allemande, voilà. On se rend compte que finalement, pour ces investissements, l'État de Côte d'Ivoire est beaucoup plus, je dirais, tributaire du financement extérieur. Il faut que je vous prenne au mot là-dessus. Comment on fait pour inverser la tendance? Parce que finalement, on prend beaucoup d'argent pour payer nos fonctionnaires. Enfin, il faut payer les salaires. Mais comment on fait? Qu'est-ce que le candidat Kakabe propose pour inverser la tendance, justement? Ben, il y a quelque chose à faire qui est très intéressant. Il faut d'abord structurer l'éducation-formation de telle sorte que le secteur privé puisse prendre véritablement sa place. Aujourd'hui, les parents ont tendance à vouloir envoyer forcément leurs enfants au public parce qu'ils se disent que les professeurs du public sont mieux formés, les enseignants du public sont mieux formés, ce qui est une réalité. Ce qui est une réalité. Alors, il faut permettre, à un certain moment, quand l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas tout faire appel au privé. Mais le privé, ça coûte cher. Non, j'en viens. Vous savez que la plupart de nos élèves, après l'entrée en 6e ou bien après le BEPC, sont majoritairement affectés dans les structures privées. On est d'accord. Malheureusement, il se trouve qu'à ce niveau, il n'y a pas de véritable suivi de telle sorte que le sort réservé à ces enfants dans ces établissements privés-là laisse à désirer. On se rend compte que les professeurs ou les enseignants qui sont recrutés, souvent n'ont pas le niveau parce qu'il faut les payer moins cher. Or, tout ce qui coûte moins cher est cher après, puisque l'enfant va en partir sur le plan de la connaissance. Donc, nous disons qu'il faut que l'État structure le privé, de telle sorte que
une partie des jeunes Ivoiriens en âge scolaire puisse être absorbée par ce secteur-là, de telle sorte qu'à diminuer les charges en termes de fonctionnement au niveau du public. Et le gap, ou bien le surplus, l'investir dans le cadre de l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, il est ahurissant de voir que dans un lycée public, il y a 2 administrations. Alors qu'il y a encore de l'espace dans la ville d'Abidjan. Il y a encore de l'espace en Côte d'Ivoire. On a la possibilité de construire d'autres établissements. Quand vous dites qu'il y a 2 administrations, éclairez-moi un peu. Je sais pas trop vous arrivez dans nos lycées, maintenant, il y a deux administrations, il y a 2 proviseurs. Il y a un lycée 1, un lycée 2. La difficulté ou bien le danger de ce système de gouvernance de nos établissements, c'est qu'à un certain moment donné, on ne sait pas qui va utiliser son budget pour l'entretien des locaux, pour le fonctionnement. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que la plupart de ces établissements-là tombent, deviennent désuètes, et puis voilà, les locaux deviennent insalubres, il n'y a pas d'entretien, etc., etc. Il y a plein de difficultés en réalité. Il faut sans doute peut-être envisager un grand plan de rénovation d'infrastructures, de construction d'écoles, plutôt que de s'en remettre au privé. Parce que le privé, c'est par définition ceux qui ont de l'argent. Vous savez, on peut pas faire l'économie du privé. On ne peut pas faire l'économie du privé. Mais il faut que l'État, le choix des parents. Voilà, le choix des parents, il faut que ceux qui peuvent vont dans le privé. Mais l'État a eu l'obligation de faire en sorte que l'école publique soit réhabilitée, qu'elle retrouve son principe Effectivement. Effectivement, c'est pour cela que nous disons qu'il faut diminuer les charges au niveau du fonctionnement pour pouvoir réinvestir en termes d'investissement pour les équipements, pour les infrastructures, et puis au niveau de, comme on appelle, des NTIC. Parce qu'aujourd'hui, c'est la tendance. Il faut que la Côte d'Ivoire s'engage véritablement sur cette voie-là pour pouvoir résolver beaucoup de problèmes de développement. Monsieur Richard Kokou, excuse-moi, on s'est marché là-dessus. On est tellement enthousiaste. Oui, parce que effectivement, vous nous présentez votre projet, faites vos propositions, cela est très bien pour nous et nos concitoyens. Vous n'êtes pas une contradiction près, là. Vous voulez qu'on baisse les budgets de fonctionnement. Mais là, c'est des salaires ou c'est des enseignants qu'il faudra soit licencier ou il faudra en recruter moins pour les années à venir. Alors qu'on promet justement aux Ivoiriens plus d'emplois. L'État aussi doit jouer son rôle. Donc à ce moment-là, comment on fait pour ne pas être en contradiction en recrutant des enseignants et du coup en faisant en sorte que les établissements se portent beaucoup mieux? OK. Alors, vous savez que le budget de fonctionnement n'est pas seulement consacré au paiement des salaires. Il y a d'autres charges qui rentrent dans le cadre du fonctionnement. Mais il y a aussi une mauvaise répartition du personnel sur toute l'étendue du territoire. Vous arrivez dans certains établissements où il y a un sureffectif d'enseignants, alors que dans d'autres parties du pays, il en manque. Donc il faut pouvoir aussi, la gestion rationnelle des effectifs doit être un principe sacro-saint au niveau de la gestion administrative de nos établissements. Il faut que les mutations fantaisistes puissent, comme on appelle, cesser. Et donc, nous estimons qu'à un certain moment donné, il faut faire l'état des lieux en matière de personnel. Bien, on nous a annoncé à un certain moment donné qu'il y a des pénuries. Il y a effectivement des pénuries en termes d'enseignants, mais il faut pouvoir faire l'état des lieux. Pour voir comment redéployer le surplus d'enseignants qui se trouvent dans certains établissements vers d'autres. Quand on rentre dans les écoles de formation pédagogique, il y a un engagement décennal que l'enseignant signe, mais il y a également un engagement à servir sous toute l'étendue du territoire. Malheureusement, on assiste après les premiers postes à des affectations fantaisistes, ce qui fait qu'il y a un délaissement de certaines zones par rapport à d'autres. C'est-à-dire que des enseignants préfèrent des grandes zones urbaines. Voilà, justement, des zones urbaines, des zones qui sont vers le sud. Voilà. Pour certains enseignants, cela se justifie dans le cadre d'une formation continue. Ça peut se comprendre. Mais pour la plupart, il y a beaucoup de mutations fantaisistes. Alors, d'un mot rapidement, on a parlé tout à l'heure, on a évoqué rapidement le budget actuel du pôle éducation, emploi, formation, 1330 milliards environ de francs CFA, oui. 16% du budget actuel donc de l'État. Quelle sera la part de l'éducation en termes financiers et puis le pourcentage du budget national pour le candidat Kakabé s'il était porté à la tête de l'État? Il faut revenir aux fondamentaux de la formation, du système éducation-formation. Alors, nous entendons inscrire
l'éducation au pôle des priorités. Et tout le monde dit ça. Oui, nous entendons le faire. Et donc, nous entendons aller à une proportion de 6 à 7% du PIB, ce qui va représenter, bon an, mal an, entre 20 et 25% du budget national. Mais quand nous le disons, nous allons consacrer la majeure partie de ce budget-là à l'investissement. À l'investissement, mais aussi à l'équipement. C'est-à-dire un vaste programme d'infrastructure. Vaste programme d'infrastructure pour que la plupart des sous-préfectures qui ont été établies et érigées, la plupart des communes ou bien la plupart des grandes agglomérations puissent avoir des établissements de proximité. Quand nous parlons d'établissements, nous parlons d'établissements primaires, mais également d'établissements secondaires, de telle sorte que les enfants, les jeunes gens, ne soient pas amenés à aller à de longues distances pour effectuer les études. Surtout que nous savons qu'il n'est plus aisé pour ces jeunes gens d'avoir des tuteurs, mais également on constate la fermeture des internats qui ont permis à un certain moment donné à ceux qui étaient loin de leurs parents de pouvoir avoir un espace d'hébergement et d'études. Alors tout à l'heure, vous évoquiez l'AFD, l'Agence française de développement, et l'accord CD2, donc dans le cadre de la réduction de la dette. Mais cela n'est pas éternel. Vous allez faire avec quels moyens tout cela? 20 à 25% du budget. Vous financez tout cela comment? Nous disons qu'à un certain moment donné, c'est vrai, on ne peut pas faire l'économie de la coopération internationale. À tout moment donné, on a besoin des partenaires techniques et financiers pour le financement de nos projets de développement. Mais nous disons qu'il faut, à un certain moment donné, compter sur nos propres moyens. Alors, nous disons également que nous allons travailler à relever le recouvrement des recettes en interne, de telle sorte qu'on puisse augmenter le budget de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a une étude qui a permis de révéler que, en réalité, c'est seulement entre 20 et 30% des recettes de l'État qui tombent véritablement dans les caisses du Trésor. Plus d'efficacité dans le recouvrement des taxes et des impôts. Alors, plus d'efficacité, nous allons avoir véritablement les moyens pour engager les réformes que nous avons nous avons exprimé tout à l'heure. Nous sommes en compagnie de M. Richard Kouakou, qui représente ici même le candidat KKB. Il est chargé, lui, du pôle formation, emploi et éducation, donc auprès du candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020. Il est ici avec nous dans Candidat approché. Vous aussi, vous êtes chez vous, bien installé devant vos petits écrans, devant vos ordinateurs, Facebook. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions pour que nous puissions donc les transmettre aux représentants du candidat qui est là. Marquons donc notre pause publicitaire et nous retrouverons après pour parler maintenant d'emploi. On a parlé de formation, on parlera d'emploi, d'entrepreneuriat, tout ce que propose le candidat KKB. Alors, M. Kouakou, ces 2 dernières décennies, le contexte politique a été fortement agité et forcément, les jeunes en ont pâti. Aujourd'hui, des millions de jeunes sont en attente d'une offre, une formation de travail pour pouvoir exister. Quel rôle les entreprises peuvent-elles jouer dans un tel contexte? Les entreprises, aux divers échelons, ont un grand rôle à jouer. Je parle des grandes entreprises jusqu'aux entreprises artisanales, ont un grand rôle à jouer. Et il faut que l'État se donne les moyens pour une participation efficiente de ces entreprises-là dans le cadre de la résorption du taux de chômage en Côte d'Ivoire. Les entreprises sont les principales destinataires des produits de la formation. Il n'y a de richesse que d'hommes, on a coutume à dire. Alors, si nous formons des richesses, si nous formons des potentialités, des ressources humaines, il faut que, en aval, ces ressources humaines-là puissent trouver un créneau pour s'insérer. Et ce créneau-là, c'est dans les entreprises. Il se trouve malheureusement que la plupart de ceux que nous formons sont
ont une formation qui est qui n'est pas en adéquation oui. avec les attentes des entreprises, avec les attentes des entreprises. Il se trouve que les qualifications, les niveaux de qualification, ou bien même les métiers pour lesquels nous formons ne sont plus d'actualité dans certaines entreprises. Que compte faire le candidat Kakabe? Alors, nous entendons... Que compte-t-il faire? Pardonnez-moi, mais en plus, dans votre programme, on l'a lu un tout petit peu, pour parler de comment les entreprises vont s'insérer un peu dans le système éducatif, vous parlez d'argent. Il faut les inciter financièrement. Pour les inciter justement à recruter, il faut encore leur donner de l'argent. Mais où on prend tout cet argent-là pour inciter tout le monde? Vous nous dites déjà comment vous faites et comment vous payez. Oui, comment vous payez? Ben, en réalité, ce n'est pas de l'argent que nous donnons aux entreprises. Vous savez... Ce sont des baisses sur la cotisation sociale et autres. Voilà, les entreprises vont récupérer ça plus tard en termes de rentabilité, en termes de compétitivité, etc. Parce que quand vous recrutez des ressources humaines bien formées, cela se ressent au niveau de vos résultats. Donc, il s'agit de travailler en symbiose, en synergie, de telle sorte que l'entreprise privée puisse être un partenaire incontournable dans le cadre de la détermination des cultures de formation, dans le cadre de la formation professionnelle et de l'apprentissage, mais également dans le cadre même de la formation. Faire intervenir les techniciens, les ingénieurs, les ouvriers qualifiés dans le cadre de la formation, de telle sorte que les apprenants, les stagiaires, les apprentis puissent être profilés très tôt par ces entreprises-là et les recruter à terme. Nous entendons à un certain niveau leur permettre de jouer véritablement ce rôle-là. Ce rôle qui va consister à prendre en main la formation professionnelle en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que l'État s'en décharge totalement. C'est-à-dire, à un certain moment donné, nous allons arriver à un système où ce sont les entreprises qui vont gérer la taxe sur l'apprentissage qui est collectée par l'État de Côte d'Ivoire, mais qui est logée dans les caisses du Trésor, mais qui n'est pas décaissée facilement. Donc nous allons gérer... N'oubliez pas le FDSP qui récupère... Oui, malheureusement, cet argent est logé dans les comptes publics, dans les comptes du Trésor, oui. De telle sorte que quand il y a appel à fonds, il y a des procédures qui font que, généralement, ça ne vient pas. Et ce n'est pas, comment on appelle, le FDFP, les entreprises, ou bien même la population active qui a des besoins en formation, n'a pas toujours accès à ce financement-là pour se former. Nous disons, nous permettons aux entreprises de gérer ce fonds à travers une structure qu'on pourra appeler le FDFP, oui. Qui sera entièrement prise en main par le privé, de telle sorte que cette taxe sur l'apprentissage-là puisse être placée, le fonds généré par cette taxe-là puisse être placé dans des établissements bancaires privés pour que cela puisse générer des produits financiers en termes comment on appelle, d'avantages à terme de, prêtez-moi le mot, enfin, qui va servir à financer qui va servir à financer la formation professionnelle. Ouais. Alors, en généralisant ce système, cela va nous permettre aux entreprises qui végètent encore dans le secteur informel, en étant partenaires de l'État, de se structurer pour être formelles. Nous allons travailler également avec le réseau des entreprises de la CNPS, de telle sorte que toutes les entreprises qui ont été identifiées et immatriculées par la CNPS puissent être des contributrices à ce fonds-là. De telle sorte qu'à un certain moment donné, le fonds puisse générer suffisamment de moyens pour équiper les centres de formation professionnelle, pour équiper les établissements, les lycées professionnels, de telle sorte qu'on puisse former de manière théorique les stagiaires, les apprentis, mais également qu'on puisse former ces gens-là sur le plan pratique pour que, avec des périodes de stage en entreprise, ceux-ci puissent être opérationnels à la sortie. Nous disons également que nous entendons intégrer les artisans dans ce vaste programme de formation et d'apprentissage. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans nos ateliers, oui. Il y a des milliers, pour ne pas dire des millions d'Ivoiriens
qui sont formés au quotidien, mais qui malheureusement ne peuvent pas en tout cas, s'insérer dans le système formel, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de parchemin. C'est ça. Nous disons qu'à un certain moment donné, il faut pouvoir travailler avec les maîtres artisans, les chefs d'atelier, déjà pour les profiler. Une fois profilés, on va leur permettre ensemble de déterminer des niveaux de qualification et de compétences. Et une fois que ces niveaux de qualification et de compétences sont déterminés, mettre en place des systèmes de certification pour qu'on puisse, à un certain moment donné, aller vers ces ateliers-là, vers ces artisans, pour évaluer les compétences techniques et professionnelles de leurs apprentis pour qu'on puisse leur donner des certificats. Je prends un exemple très simple. On dit par exemple, voilà un mécanicien auto. Alors, quelles sont les tâches que doit exécuter un mécanicien auto? On détermine ces tâches-là avec des niveaux de compétences et de qualification. On arrive, l'apprenti est à la tâche, on lui dit exécute. Il exécute correctement, on certifie ces compétences-là et on lui fournit le parchemin, ce qui peut lui permettre à terme d'intégrer le système formel. Voilà un peu comment nous travaillons. Voilà un peu, en tous les cas, ceux à qui vous vous adressez, ce sont nos compatriotes et certains sont ici avec nous, c'est notre public de ce soir. Ils vont poser des questions. On a notre micro, à quel niveau? Très bien, monsieur, allez-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je me nomme Adje Ndakwadjo Philippe. Ma question est la suivante. Nous, jeunesse ivoirienne, nous souffrons d'un phénomène qui est le chômage. Est-ce qu'on vous entend bien là? Nous, jeunesse ivoirienne, nous souffrons d'un phénomène qui est le chômage. Je veux savoir réellement quelle solution le candidat Kakabe propose. Okay. Merci. Nous avons des solutions à deux niveaux. La première solution, c'est ce que nous sommes en train de décrire tout à l'heure. Quand nous permettons aux entreprises d'être partie prenante à la formation, eh bien, nous leur permettons de déterminer les niveaux de qualification et de compétences dont ils ont besoin et nous leur permettons de recevoir nos diplômés à terme. Mais cela ne suffit pas. Il faut à un certain moment donné promouvoir l'auto-emploi en Côte d'Ivoire. On nous a tous formés pour aller à l'école pour avoir des diplômes. La formation, l'éducation en Côte d'Ivoire, c'est une éducation holistique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de diplômés, des docteurs qui malheureusement chôment. J'ai vu un peu le schéma qui s'est présenté lors des derniers recrutements à dans nos différentes universités. Oui. Ce sont des milliers et des milliers de titulaires du doctorat thèse nouveau régime qui sont allés se présenter. Malheureusement, beaucoup ne seront pas recrutés. Mais nous disons que c'est du gâchis et c'est du temps perdu. Il faut qu'à un certain moment donné, nous formons les gens à exercer un métier. Et quand nous formons des gens à exercer un métier, ils ne doivent aller vers l'entreprise que pour avoir de l'expérience. Une fois que cette expérience est acquise, il faut à un certain moment donné s'installer à son propre compte. Donc, il faut former à l'auto-emploi. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'intégrer l'entreprise, eh bien, avec les niveaux de qualification qu'ils ont, il faut leur permettre d'avoir accès à des financements pour pouvoir s'installer à leur propre compte, soit individuellement, mais soit aussi en groupement. Voilà un peu ce que nous proposons. Et ces financements, c'est l'État qui les aide à les obtenir. Oui, voilà. Encore les caisses de l'État, monsieur Kwaku. Il faut que l'État soutienne. En soutenant, on peut mettre en place des fonds de garantie logés dans des établissements bancaires privés, oui, de telle sorte qu'on puisse soutenir en cas de non-respect des clauses je dirais des crédits, l'État puisse venir à la rescousse. Mais nous disons aussi qu'il y va aussi de la responsabilité de tout un chacun. Aujourd'hui, quand une entreprise privée ou bien quand un privé va contracter un prêt auprès d'un établissement bancaire, il lui incombe le devoir de rembourser ce prêt à terme. Voilà. Si la personne, pour des raisons indépendantes de sa volonté, oui, n'arrive pas à rembourser, je crois qu'il y a des possibilités de mettre en place peut-être des moratoires pour pouvoir payer. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Alors, pour en revenir au chômage des jeunes ou à leur situation de sous-emploi, est-ce que des mesures incitatives qui consisteraient par exemple à réduire les charges sociales
seraient les bienvenus. Vous avez parlé tout à l'heure de la contribution des entreprises à un fonds de formation, donc ce sont encore les entreprises qui payent, mais est-ce que l'État, pour favoriser l'embauche des jeunes, notamment de nouveaux diplômés ou de personnes qui sont depuis longtemps sur le marché du travail mais qui ne trouvent pas de job, est-ce que l'État pourrait, par exemple, faire un geste conséquent pour permettre aux entreprises de payer moins de charges sociales? Mais il faut le faire. Il faut le faire pour inciter ces entreprises-là à recruter la jeunesse qui se forme et qui est sur le marché de l'emploi. En le faisant, nous permettons aux entreprises de renforcer leur niveau de compétence avec des ressources humaines bien formées, mais il faut aussi les inciter en termes d'exonération de charges. Il faut aussi reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, il y a trop de charges qui pèsent sur les entreprises, ce qui les empêche de recruter, parce qu'en recrutant, ils se disent que dans le cadre d'un stage école, je vais payer des primes de stage. Dans le cadre d'un stage de perfectionnement, je vais payer des primes qui sont à une certaine proportion du PIB. Dans le cadre d'un contrat pré-emploi, je dois payer cela. Et donc, quand ils regardent toutes ces charges-là, ils rechignent à prendre nos jeunes. Mais vos adversaires nous disent que le taux est déjà très bas dans notre espace économique de l'UEMOA. Donc, si vous voulez encore le baisser, enfin, on n'est même pas au niveau des autres pays. Enfin, c'est ce que disent justement les représentants du candidat du RHDP. Est-ce que c'est déjà assez bas? En réalité, ça n'a rien à voir avec les exonérations. Ouais. Les exonérations sont des mesures incitatives pour permettre aux entreprises de pouvoir dégager des postes budgétaires pour pouvoir prendre les jeunes Ivoiriens pour une première expérience en entreprise. Et comme nous le disons, ces expériences vont leur permettre de bonifier leurs compétences. Et à terme, l'entreprise pourra les garder ou bien les remettre dans le bassin des demandeurs d'emploi. Mais encore, ceux qui sont dans ce bassin de demandeurs d'emploi ont la possibilité de s'installer à leur propre compte. Voilà, par des mécanismes aussi qu'on pourra mettre en place pour les accompagner. Est-ce que votre candidat envisage la création d'un fonds, pas seulement de garantie, mais une sorte de caisse dans laquelle des porteurs de projets pourraient venir puiser, entre guillemets, avec l'accord du gouvernement, le vôtre en l'occurrence, pour créer des entreprises, pour créer leur propre emploi? Ben oui, il le faut. Parce que, comme je l'ai dit, il faut accompagner tous ceux qui font une première expérience dans le cadre de la recherche d'emploi, ou bien ceux qui ont des projets porteurs, qui ont la possibilité de mettre en place des start-up, des micros ou bien des petites entreprises. Il faut pouvoir les accompagner. Mais l'accompagnement n'est pas seulement au niveau financier. Nous le disons, il faut créer des structures pour les accompagner dans un premier temps sur le plan de la gestion financière, de la gestion des ressources humaines, parce que c'est très important. Et puis aussi, leur permettre aussi à un certain moment donné de pouvoir faire appel à des financements privés à travers le mécanisme bancaire qui existe. Parce que quand on a créé une entreprise à un certain moment donné de son évolution, on a la possibilité d'accroître sa surface en termes de production et autres. Et pour cela, il faut pouvoir avoir la possibilité de solliciter les établissements financiers privés pour un accompagnement aussi. Donc l'accompagnement de l'État ne va pas seulement se situer au niveau du financement, mais aussi au niveau de l'accompagnement dans la gestion. Très bien, M. Richard Kouakou. Nos compatriotes qui nous regardent depuis chez eux ont aussi des questions à vous poser. C'est le cas de Jean Jaurès-Flan. Nous finissons la formation, mais dans la quête du travail, il y a un complexe, à savoir le nombre d'années d'expérience exorbitant demandé par les entreprises. Comment comptez-vous régler cela? On demande déjà à quelqu'un qui vient de sortir de la formation d'avoir 10 ans d'expérience. Voilà, il faut que vous ayez de l'expérience déjà. Oui. Donc ça, comment on arrive à régler ce type de blocage à un premier emploi? Effectivement, il a pleinement raison quand il s'exprime ainsi. Il y a, je crois, 2 ou 3 ans de cela, j'ai eu la possibilité de participer à une réunion qui s'est tenue à l'Hôtel Ivoire dans le cadre de la concertation secteur privé-public. Et il y a une chef d'entreprise, que je ne citerai pas, qui disait que les jeunes Ivoiriens qui sortent du dispositif de la formation
professionnels ne sont pas qualifiés pour exercer les tâches qu'on leur demande ou bien qu'on leur donne dans les entreprises et qu'ils manquent d'expérience ou bien qu'ils sont sous-qualifiés. Oui. Alors, j'ai pris la parole pour lui dire qu'en tant que formateur, je m'inscris en faux. Quand les entreprises ne donnent pas la chance aux formés, aux nouveaux diplômés, de faire leur première expérience en entreprise, comment voulons-nous qu'ils aient les qualifications nécessaires pour être performants? Et tous autant que nous sommes, à un certain moment donné, nous avons dû faire des stages. Moi, en tant qu'enseignant, quand j'ai fini l'école pédagogique, je suis allé faire un stage d'1 an en situation réelle. Et après, j'ai été évalué sur le terrain. L'évaluation a été concluante et on m'a décerné mon diplôme. C'est après que j'ai eu la possibilité d'exercer véritablement mon emploi ou bien ma fonction. Ça, c'était l'exemple. Concrètement, n'oublions pas la question de... Oui, okay. C'est ce que je dis. Il faut donc, comme je l'ai dit, permettre aux entreprises de pouvoir prendre des jeunes stagiaires dans le cadre d'une première expérience. Moi, je travaille dans le domaine hôtelier. Oui. Nous faisons l'effort pour que tous nos formés, ou bien tous nos stagiaires, au cours de leur cursus, puissent faire l'expérience de plusieurs stages en entreprise. En première année, en termes de stage d'immersion, en deuxième année, en troisième année, pour ceux qui ont un cursus de 3 ans, ou bien une fois pour ceux qui ont un cursus de 2 ans, après leur admissibilité. Alors, on peut le faire pour les autres secteurs, mais cela demande une organisation et une structuration au niveau des différents établissements aussi de formation. Parce que c'est vrai qu'il est important de créer des écoles. Oui. Il faut ouvrir des écoles. Mais quand on ouvre des écoles, il faut mettre en place tout le dispositif qui nous permettent d'être en partenariat avec les entreprises qui travaillent dans la même branche métier que nous, de telle sorte que dans un dialogue constructif, on puisse leur faire venir des stagiaires et qu'ils puissent aussi nous accompagner dans le cadre de notre formation. Mais malheureusement, beaucoup d'écoles ne disposent pas de ces structures ou bien de ces services-là. Donc, il faut que l'État puisse jouer les arbitres en organisant une véritable concertation avec le secteur privé productif, de telle sorte qu'on puisse tenir un discours, je dirais, dans une approche participative, pour dire qu'il faut permettre aux jeunes Ivoiriens d'avoir une première expérience en entreprise. Et généralement, c'est au cours de cette première expérience-là que les entreprises arrivent à déterminer ou bien à déceler les compétences et les qualifications dont disposent ces stagiaires ou ces apprenants. Merci pour cette réponse. Oui, alors, rapidement, on parlait tout à l'heure des difficultés structurelles pour les jeunes lors de l'accès au marché du travail, mais il y a parfois des freins périphériques. En plus de l'absence de compétences parfois, d'autres souffrent du fait, par exemple, qu'ils n'ont pas de logement décent, qu'ils n'ont pas l'accès à Internet pour rechercher un emploi, voire même le permis de conduire. Donc une question de mobilité qui peut souvent être un argument favorable lorsqu'on recherche un emploi. Qu'est-ce que le candidat Kakabe compte faire de ce point de vue-là pour les jeunes? Ben, il faut dire que, en ce qui concerne le problème du logement, c'est un problème qui est délicat à gérer. C'est un problème qui est délicat à gérer. Dans le cadre des études universitaires, l'État a fait l'effort de construire des logements pour les étudiants. Aujourd'hui, avec le nombre d'étudiants, on se rend compte que ces logements-là sont en nombre insuffisant. Dans le cas des stages, le stage intervient généralement après la fin de la formation. Alors, quand l'individu est en fin de formation, il n'est plus trop dans le dispositif de l'État. Il revient à la charge des parents de l'accompagner dans ce sens. Excusez-moi. Mais nous disons que l'État peut faire des efforts. Lesquels? Dans le cadre d'un partenariat privé-public. Permettre à des privés de prendre la relève de l'État en aidant à construire des logements qui seront mis à la disposition des étudiants à un coût vraiment très étudié, qui soit à leur portée, ou bien pour ceux qui sont à la recherche d'un premier emploi. Très bien.
on va profiter Vous allez boire un verre d'eau, le temps de prendre une question Internet. Donc une bonne petite gorgée, de prendre une question internaute et après on passe au public. Joël. On va être très court dans les réponses. Merci aux représentants du candidat KKB. Ma question est la suivante. Est-ce qu'au soir du 31 octobre, si le candidat KKB n'est pas élu, est-ce que le candidat donc envisage un poste ministériel avec le pouvoir qui sera en place? C'est-à-dire, est-ce que demain KKB serait prêt à travailler avec le président qui sera élu éventuellement? Ben, le poste de ministre n'est pas une fin en soi pour le candidat Kwayo Konan-Bertin. Pour ceux qui l'ignorent, le candidat Kwayo Konan-Bertin a eu à plusieurs reprises des propositions pour intégrer des gouvernements. Sous le président Gbagbo, il en a eu. Il a désisté, il a envoyé certains de ses collaborateurs. Sous le président Alassane, il a été approché 2 fois pour intégrer le gouvernement. On lui a même proposé pas un poste de ministre, mais plusieurs postes de ministre. C'est pour cela qu'il est risible de constater un peu les commentaires qui se font par-ci et là sur Facebook. Est-ce que sa Nous sommes position a candidats changé? pour être président de la République. Ça, c'est pour le. Est-ce que sa position a changé par rapport à cette éventuelle approche? Ben, c'est toujours le. Ben, nous disons que nous n'avons pas d'ennemis en politique. Nous n'avons que des adversaires politiques. Si, à un certain moment donné, le candidat Kwayo Konan-Bertin, au cas où il ne serait pas élu, mais nous travaillons pour être élu, au cas où il ne serait pas élu, était amené à collaborer avec un quelconque gouvernement, on étudiera la question de son entrée dans ce gouvernement-là. Juste une dernière question du public qui est là. Vous allez vous présenter et poser votre question, monsieur. Merci, monsieur. C'est monsieur Konan Nguessan. Ma question est la suivante. J'ai 3 questions à poser au représentant du candidat KKB. Allez-y rapidement. La première question concerne le domaine académique. Oui. Voilà. Aujourd'hui, nous remarquons que dans le milieu académique, ce ne sont pas des enseignants qui ont l'amour de l'enseignement qui sont recrutés. Seulement des enseignants qui sont recrutés par connaissance. Comme c'est mon frère, il n'a pas d'emploi, il faudrait qu'il vienne enseigner. En réalité, ce dernier n'a pas l'amour de l'enseignement. Donc quand il vient, il ne peut pas enseigner. Et comme c'est une histoire de connaissance, il ne fait rien pour la formation de qualité. Très bien. Ça, donc la qu'est-ce que question le candidat l'amour du métier du sacerdoce. Deuxième question. Qu'est-ce que le candidat KKB compte faire après les élections s'il est élu? La deuxième question, le représentant a dit il n'a pas d'une formation de qualité. Est-ce qu'on peut parler de formation de qualité ici si nous n'avons pas des structures de qualité? Aujourd'hui, quand nous regardons sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas de structure d'accueil pour une formation de qualité. Toutes les structures datent des années 90. Il n'y a pas de renouvellement des structures d'accueil et de formation. Très bien. Qu'est-ce que le candidat KKB compte faire pour cela? La troisième question est la suivante. Depuis qu'il est, il est devenu politicien, qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse ivoirienne? Qu'est-ce qu'il a fait aussi pour l'école ivoirienne? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons remarqué, les gens cherchent à devenir président avant d'établir un programme de gouvernement. Étant dans la vie sociale, il peut commencer à faire le travail. C'est par ce travail-là que demain nous allons dire, ah, ce monsieur, il n'était pas encore candidat, il n'était pas encore président, voilà ce qu'il a fait. C'est dans ça que nous allons le suivre. Donc, qu'est-ce que KKB a fait pour la jeunesse, pour la Côte d'Ivoire, avant qu'il ne soit candidat? Vous avez à peine 1 minute ou à 2. peine 1 minute, le temps de terminer l'émission. Ça va servir donc de propos de fin. Mais j'aurais une dernière question à lui poser, mais répondez déjà, monsieur. Je commence par votre dernière question. Le candidat KKB était étudiant. Il a créé le mouvement qu'on a appelé le Cercle de réflexion et d'action concrète. C'était un créneau, un cadre d'expression de la différence sur l'université au moment où la FESI régnait en maître. Et il a inculqué cette manière pacifique-là de faire la politique aux étudiants. Ouais. Récemment, il a été à plusieurs reprises sur le campus. Il a animé une conférence sur la paix sur le campus. Il a eu à faire des dons aux étudiants. Mais vous savez, un individu ne peut offrir que ce qu'il a. Président de la République, il dispose des moyens de l'État pour travailler au service des Ivoiriens.
qui sont des citoyens de cet État-là. Il ne faut pas distraire les moyens de l'État à autre chose, mais les mettre au service de la Côte d'Ivoire et des jeunes Ivoiriens. Pour ce qui est de l'école de qualité, nous disons que nous pouvons le faire. L'école de qualité, c'est d'abord les infrastructures. J'ai été contrit et Marie quand j'ai fait une visite récemment à Yamoussoukro et que j'ai vu le lycée scientifique de Yamoussoukro dans un état de délabrement qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, on s'exalte en parlant du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, mais j'ai un problème avec cette histoire de lycée d'excellence. Pourquoi on peut mettre des jeunes Ivoiriens dans un établissement d'excellence et laisser d'autres dans des établissements dont la qualité de l'enseignement ou bien des infrastructures laisse à désirer? Il faut mettre tout le monde au même niveau. C'est pour cela que nous allons mettre en place un vaste programme de réhabilitation de l'existant. Et nous allons revoir les curricula de formation de nos enseignants. Vous avez parlé également de la motivation des enseignants. L'enseignement, c'est un sacerdoce. Je compte mon histoire. J'étais en train de faire mes cours de catéchèse quand la sœur, c'était une blanche qui nous prenait, nous a pris en aparté, c'était à la veille de notre baptême, pour voir un peu nos motivations et voir un peu ce que nous voulions demander. J'ai dit simplement, je voulais être enseignant. Je voulais m'échapper quand j'ai fini mes études universitaires, mais ça m'a rattrapé. En fait, c'est une vocation. Il faut avoir du métier pour ce travail-là. Vous savez pourquoi j'aime l'enseignement? C'est un métier qui permet de transmettre le savoir, mais qui permet aussi de capter le savoir de l'autre. C'est un métier qui vous amène toujours à apprendre, parce qu'il ne faut pas être en porte-à-faux en face de ceux qui sont vos apprenants. Aujourd'hui, la connaissance n'est plus infuse, elle est diffuse. Donc il faut être tout le temps en train d'apprendre. Très bien. Bien, Alain, écoutez, une dernière question. Oui, sacerdoce, vocation, je pense que le journaliste André ne demanderait pas cela. Une petite question, la dernière. Est-ce que vous croyez en la victoire au soir du 31 octobre 2020? Et pourquoi vous pensez que Kakabe peut être un bon président pour nous? Deux questions en une. Nous y croyons fermement. Monsieur Kakabe est de la tranche des politiciens qui ont appris le métier. Vous savez, Oufoué n'était pas l'homme le plus intelligent de Côte d'Ivoire, ni le plus diplômé. Mais il a su diriger la Côte d'Ivoire de main de maître, parce qu'il avait cette intelligence stratégique qui lui permettait de déceler les vrais problèmes auxquels la Côte d'Ivoire était confrontée et d'y apporter des solutions. Nous disons que Kakabe a appris auprès de ces grands messieurs-là, comme Oufoué Boigny, comme M. Henri Konan Bédié, comme d'autres hommes d'État de ce pays-là. Il a observé, il a appris et il a des solutions pour la Côte d'Ivoire. Les solutions de la Côte d'Ivoire ne viendront pas de lui seul. Nous allons diriger ce pays dans une approche participative. C'est pour cela qu'il a parlé de paix, de prospérité et de partage, les 3 P qui sont les leitmotifs de notre programme politique. Nous disons qu'à un certain moment donné, il faut, dans une approche participative, créer la prospérité dans ce pays-là et partager, redistribuer cette prospérité-là à tous les Ivoiriens, quel que soit leur niveau social, quelle que soit leur origine, de telle sorte qu'ils se sentent vraiment Ivoiriens et qu'ils apportent la pleine capacité de leurs mesures pour le développement de ce pays. Très bien. Candidats approchés, eux ont décidé d'approcher, de se mettre face aux Ivoiriens, puisqu'ils ont eux-mêmes levé la main pour prendre le pari de transformer notre vie, notre société. C'est bien sûr le candidat Kakabe et ses partisans à travers la présence ici même de M. Richard Kouakou. En tout cas, merci M. Richard Kouakou d'être venu nous instruire de ce que vous entendez faire et surtout, merci à Toussaint Alain d'avoir permis à M. Kouakou Richard de sortir le meilleur de lui-même, en tout cas le meilleur du programme du candidat Kakabe. Quant à vous, chez vous, merci de rester fidèle à cette chaîne qui a pris le pari de la vérité et du face-à-face entre nous Ivoiriens. Vous qui êtes venus, du public, merci aussi d'être toujours autant à nos côtés. Merci à tous. Live TV, la télévision sans filtre, va appeler demain ici même des candidats et je pense qu'ils vont s'approcher et viendront vous entretenir. Merci à tous, passez une bonne fin de soirée sur la télé sans filtre.